Bonjour Sylvie, Bonjour, merci de m'avoir invité aujourd'hui dans votre émission. avec grand plaisir. Et en fait, j'ai entendu parler de vous la première fois il y a quelques semaines. Il y a un ami qui m'a raconté que on l'avait diagnostiqué un cancer, très virulent d'ailleurs. Et sa tante lui avait parlé d'une méthode qui s'appelle la méthode Beljanski. Donc, il me parle de ça. Je me dis, ah bon, mais qu'est-ce que c'est? Et donc, il me raconte et je me suis dit, il faut absolument qu'on en parle et c'est pour ça que je vous ai invité. Et avant de parler, parce que vous avez écrit un livre aussi hein, pour raconter tout ça, avant de venir à la méthode, cette méthode, c'est votre papa qui l'a mise au point, Mirko. Est-ce que vous voulez bien nous parler un petit peu de lui? Qui était Monsieur Beljanski, docteur Avec, Beljanski? avec plaisir. Mon père, Mirko Beljanski, était un biologiste. Il était docteur en sciences. Il a passé sa thèse à la Sorbonne en 1951 et puis il a rejoint l'Institut Pasteur où il a travaillé pendant une trentaine d'années avant ensuite d'aller à la faculté de pharmacodynamie de Châtenay-Malabry où il est resté jusqu'à sa retraite en 1988. Mon père était un des premiers biologistes à s'intéresser à la façon dont l'environnement affecte notre ADN. C'était à une époque, dans les années 70-80, où le cancer était… la version officielle, c'était que le cancer ne peut résulter que d'une mutation génétique. Donc l'environnement n'a rien à voir et donc on peut polluer l'environnement. Enfin, c'est l'époque des 30 Glorieuses, n'est-ce pas? C'est la fin, les années 70 à 80, où on peut donc polluer l'environnement sans conséquence, pense-t-on, sur la santé. Les pollueurs n'ont pas besoin d'être les payeurs, tout va bien, c'est quelque chose qui tourne. Et mon père a été un des premiers scientifiques à l'époque à tirer la sonnette d'alarme et en disant non, le cancer peut résulter d'une déstabilisation de l'ADN, cumulative, parce qu'on est en présence de beaucoup de toxines environnementales, progressive, ce qui fait que même si chaque toxine est présente en faible dose, ben ça finit par s'accumuler et petit à petit, on arrive à un moment où l'ADN est tellement déstabilisé qu'il ne se duplique plus de façon normale. Et donc là, on a des cellules cancéreuses. Et quand Et il donc, découvre ça, enfin quand il en parle et il fait part de ses observations, de ses découvertes, comment est-ce que ses collègues, comment l'Institut Pasteur réagit? ah ben, ça ne plaît pas du tout. D'abord, mon père publie. Hein, il publie tout. Il considère il est au CNRS. Il est donc payé par les contribuables français. Et donc, il a le devoir de publier toutes ses découvertes. Donc, il faut savoir qu'il a laissé 133 publications scientifiques hein, dans les plus grandes revues à comité de lecture, etc. Donc, déjà de son temps, son travail était apprécié par les comités de lecture des grandes revues autour du monde. C'était en France et à l'Institut Pasteur qu'il avait des problèmes. Et pourquoi? Parce que le directeur de l'Institut Pasteur, à l'époque, était Jacques Monod. Et Jacques Monod, qui était un ponte de la recherche, qu'on ne pouvait pas discuter son autorité parce qu'il avait eu le prix Nobel, son approche était justement que le cancer ne pouvait résulter que d'une mutation, que les mutations étaient dues au hasard. Hein, Jacques Monod était l'auteur du hasard et la nécessité, c'est le titre de son livre le plus célèbre. Et donc, pour lui, Mirko Beljanski et son approche allaient complètement à l'encontre de son patron. Oui, donc, à l'Institut Pasteur. Et le patron n'a pas du tout apprécié parce qu'il s'est très vite rendu compte que Mirko Beljanski avait raison sur le plan scientifique. mais il n'a pas voulu le Alors là, reconnaître.
il ne voulait pas le reconnaître, il ne voulait pas reconnaître que bon, il avait eu tort, etc., remettre en question le prix Nobel. Donc, la solution, c'était d'écraser Mirko Beljanski et de l'empêcher de publier à l'avenir. Mais mon père était coriace, tenace. Il pensait avoir scientifiquement raison et donc il s'est débrouillé pour continuer à publier. Il a été mis officiellement à la porte de l'Institut Pasteur en 78 et il a continué à publier depuis la faculté de pharmacodynamie de Châtenay-Malabry. Et là, en plus, non seulement il y avait ce problème théorique, hein, mutation, pas mutation, mais mon père a découvert un certain nombre de substances naturelles qui, justement, étaient capables de bloquer la duplication de l'ADN cancer, sélectivement, sans toucher à l'ADN sain. Cette sélectivité, ça veut dire pas d'effet secondaire. Si c'est sélectif, ça ne va pas toucher les cellules saines. Ça veut dire qu'en quelques heures, vous allez éliminer le produit. Pas de toxicité. Et comme on a un ADN de la tête aux pieds, ça va reconnaître là où sont les cellules déstabilisées, où qu'elles soient, de la tête aux pieds. Donc là, on ne parle plus de cancer du sein, de cancer de la prostate, de cancer du poumon, etc. Non, on parle d'un produit qui va, disons, nettoyer le corps de ces cellules cancéreuses, où qu'elles se soient. Et alors, donc, il peut continuer ses recherches, il les continue dans un laboratoire? Comment ça, il continue tout ça? Donc, mon père a pris à l'Institut Pasteur jusqu'en 78, ensuite à la faculté de pharmacodynamie jusqu'en 88. 88, c'est l'âge de la retraite. Alors, à ce moment-là, il rejoint un laboratoire privé qui s'appelle le Cerbiol et qui, en fait, appartient à une association de malades qui s'appelle CIRIS, et qui lui crée un laboratoire dans l'Isère pour qu'il continue à faire ses recherches qui commencent maintenant à être connues par un certain nombre de docteurs, un certain nombre de patients qui utilisent les produits, et ça commence à être de plus en plus apprécié, de plus en plus de gens sont contents, donnent à l'association, et l'association crée ce beau laboratoire où mon père a pu, disons, continuer ses recherches de 88 à 96. Ça marche tellement bien que je crois qu'un président de la République bénéficie de ce traitement. Tout à fait. Ce qui s'est passé au début des années 90, François Mitterrand, on s'en souvient, est diagnostiqué avec un cancer avancé de la prostate. C'est déjà à ce moment-là, c'est le début de son deuxième mandat. Il est diagnostiqué officiellement à ce moment-là, mais il était déjà malade depuis très longtemps, c'est-à-dire que son cancer est très avancé. Le chirurgien est appelé à l'Élysée, opère et voit que le cancer est partout et qu'il dit le président ne finira pas son mandat, il faut préparer le pays à des élections anticipées et on va le mettre sous morphine. Et puis, Mitterrand avait une amie qui connaissait un médecin qui avait de très bons résultats sur le cancer de la prostate. Et donc, ce médecin est appelé à l'Élysée et commence à recommander au président les produits Beljanski. Et comme on le sait, Mitterrand commence à aller de mieux en mieux. Il n'y aura pas d'élection anticipée. Balladur a le temps de s'effondrer dans les sondages. Chirac monte dans les sondages, est élu. Mitterrand quitte l'Élysée, la rose à la main. Il n'est même pas dans une petite voiture. Et ce n'est que quelques mois après avoir quitté l'Élysée qu'il décide en fait d'avoir recours à l'euthanasie. Et que Mitterrand décède donc après, enfin, quand il l'a choisi et dans les conditions où il l'a choisi, après avoir pu quitter les... Donc il bénéficie de ce traitement
qui finalement déjoue les pronostics des médecins qui pensaient qu'il allait mourir et qu'il n'allait pas terminer son mandat. Et votre père continue ses recherches, mais votre père, à son tour, est Oui. diagnostiqué d'un cancer Alors, quelques années après. ce qui s'est passé, c'est que exactement 9 mois après le décès de Mitterrand, le GIGN est envoyé au laboratoire pour faire un raid et absolument détruire le laboratoire, détruire cette recherche. Ce n'est pas une opération qui est classée, ce n'est pas une opération normale, c'est une opération qui est classée secret d'État. Et le GIGN arrive à 8 heures du matin, c'est pas la police, c'est l'armée, c'est un corps d'élite, et ils arrivent avec des mitrailleuses, des chiens policiers, il y a un hélicoptère qui tourne dans le ciel autour du laboratoire, comme si c'était vraiment une équipe de Antiterroriste, quoi. Complètement, complètement. Pour arrêter un chercheur qui à l'époque a 74 ans et qui est dans son laboratoire avec deux laborantins. Donc c'est absolument disproportionné. Oui. Et à ce moment-là, il commence à se passer un certain nombre de choses extrêmement bizarres. On dit à mon père qu'il recherche du plutonium et ils ont sprayé, vaporisé le laboratoire avec des produits chimiques et ils ont demandé à mon père, ensuite c'est trop tard pour vous emmener devant le juge d'instruction, donc vous allez rester la nuit ici et on ira demain matin. Et donc quel était le motif c'était parce que quoi? Ils ont expliqué pourquoi ils étaient intervenus? Il y avait une longue liste de choses qui étaient reprochées à mon père. La seule chose qui aurait pu justifier un contrôle judiciaire, c'était la tromperie sur la marchandise. Ça veut dire quoi? Que par exemple… Tromperie sur la marchandise, ça veut dire que quand un produit est vendu, ce qu'il est contenu n'est pas conforme à l'étiquetage. Ah, d'accord. Si je vous vends des pommes de terre en vous présentant ça comme des carottes, c'est de la tromperie sur la marchandise. Et ça, c'est justiciable en droit français de contrôle judiciaire. Mais il y avait plein d'autres choses. Il y avait commercialisation de produits de médicaments sans AMM, etc., etc. Autorisation de mise sur le marché, etc. Ce qui ouvre sur le plan juridique plein de questions. Est-ce un médicament? Fallait-il y avoir effectivement une autorisation de mise sur le marché si ce n'est pas un médicament, etc., etc. Beaucoup de choses. Disons une longue liste. Le jour de l'arrestation, je découvre que ma mère est aussi arrêtée, que les médecins sont arrêtés, que les pharmaciens qui distribuaient les produits comme en prescription magistrale, donc de toute façon tout à fait légale, sont aussi mis en examen, que le GIGN est allé chez des malades qu'ils avaient identifiés pour prendre les produits chez eux. Mais c'est un truc de fou. Et toi, à ce moment-là, tu es où? Alors, moi, je suis avocate. Je suis à New York. Je travaille dans un cabinet de droit américain. Je n'ai pas la moindre idée de ce qui se passe en France. Et le 9 octobre 1996, j'appelle ma famille pour essayer de dire bonjour à mon père, à ma mère. Je suis toute seule à New York depuis 1 an. Je m'ennuie souvent de mes parents et j'aime bien les appeler. Et puis, j'appelle au laboratoire pour parler à mon père et ça sonne et le laboratoire ne répond pas, ce qui n'est pas du tout normal parce que mon père était un passionné de sa recherche, il était tout le temps au laboratoire. Alors, je me dis, c'est bizarre, je vais appeler maman à la maison. Et là, j'ai une voix qui me répond comme ça. Alors, je dis, maman?
qu'est-ce qui lui est arrivé. Et la voix me dit, officier de police, judiciaire, vous ne pouvez pas parler à votre mère, elle est en garde à arrestation, vue. quoi, oui. Alors, mon sang d'avocate ne fait qu'un tour. Je dis, je suis son avocate, passez-moi ma cliente. Et c'est comme ça que j'apprends qu'ils sont aussi donc, à l'appartement de mes parents, qu'elle est en garde à vue, qu'elle ne sait pas du tout ce qui lui est reproché, qu'elle n'a pas pris d'avocat parce qu'elle se dit moi j'ai rien fait, qu'est-ce qu'on peut Ben, bien me bien sûr, reprocher, oui. c'est pas la peine d'engager un avocat. Et là je me dis bon il faut que je commence à m'occuper de leur défense. Et c'est comme ça que je suis véritablement rentrée dans cette affaire alors que je n'ai pas de formation scientifique. Moi, je suis arrière-petite-fille de scientifique, petite-fille de scientifique, fille de scientifique. Je me suis dit, on arrête là la malédiction. je, je vais faire Je autre chose. change de voie. Complètement, complètement. Et puis, en fait, devant la nécessité de les défendre, là, j'ai commencé à me plonger, disons, dans le dossier. Oui. Et j'ai découvert qu'il y avait une volonté orchestrée de détruire une recherche qui était bénéfique à des milliers de personnes. Oui. Puisqu'il y avait en début 97, on a des photos de manifestations de gens qui ont pris la rue dans Paris et autres villes de province avec des grandes banderoles. Nous voulons les produits Beljanski efficaces et non toxiques. Donc là, je me suis dit, il y a des gens qui témoignent. Ils veulent, ils vont dans la rue pour témoigner de leur expérience, d'une expérience qu'ils ont vécue dans leur chair. Et en face, on a des pouvoirs publics qui ne veulent rien entendre et qui veulent détruire les preuves. Oui, c'est ça. De recherche. Donc là, pendant ce temps-là, ton papa est en prison? Donc mon père, non, il a été, ils ont été tous les deux mis en garde à vue pendant 24 heures et puis ensuite contrôle judiciaire à la maison. Et quand on s'est occupé donc de leur recherche et qu'on a voulu organiser la défense, on s'est rendu compte à ce moment-là que le juge d'instruction n'instruisait pas. Alors, ça veut dire quoi, n'instruisait pas? Mais il ne faisait rien, il s'est assis sur le dossier, quoi. Oui. Voilà. Il n'accordait pas d'audience, etc., etc. Il faut savoir que donc, l'arrestation s'est passée en octobre 96, décembre 96, donc 2 mois après la vaporisation dans le laboratoire de produits dont je n'ai trouvé nulle trace dans le dossier pénal de cette vaporisation. J'ai des témoins oculaire d'une vaporisation qui n'a pas d'existence légale. Oui, c'était vraiment pour détruire ce qu'il y avait présent dans le laboratoire. Ah oui, oui, oui. Ils ont emmené trois camions remorques de déménageurs sans faire d'inventaire. Il s'agissait d'emporter. Et mon père, 2 mois après, est tombé très, très gravement malade. Il était en très bonne santé avant. Il est tombé très, très gravement malade 2 mois après. Il avait la peau du dos qui s'en allait, comme s'il avait été en fait brûlé un peu, oui. Brûlé, et donc, à mon avis, il y avait quelque chose dans les produits chimiques qu'ils ont mis. Et il a développé une leucémie myéloïde aiguë, stage 4, en 2 mois, ce qui n'est absolument pas le profil normal d'évolution de la maladie. Et là-dessus, je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour essayer d'aider mon père? Donc, qu'est-ce que je peux faire? Bien sûr, il y a le dossier pénal. Donc, l'instruire, se rendre compte que le juge d'instruction ne faisait rien, vraiment obstruction. Le juge d'instruction faisait de l'obstruction à l'avancement du dossier. Donc, on est allé devant la Cour européenne des droits de l'homme. En 2002, on a gagné une décision à l'unanimité
dans l'affaire Beljanski contre France. Wow. La Cour de Strasbourg a reconnu que l'État français n'avait pas Eu à agir comme ça, oui. respecté les droits fondamentaux de mon père dans cette affaire. Et puis, j'ai essayé de l'aider en lui envoyant des produits le plus vite possible. Mais je n'avais pas, je venais d'un autre univers. Et je dois dire que le soutien que j'ai reçu de tellement de gens qui se sont mis en quatre pour m'aider à obtenir les informations nécessaires, les médecins qui se sont déplacés à New York pour me donner les informations, pour m'apporter leur support émotionnel, logistique, etc. C'était, je pouvais pas les décevoir, je ne pouvais pas. Donc moi aussi, je me suis mis à mettre les bouchées doubles. Et en 1999, à New York, j'ai créé la fondation Beljanski, The Beljanski Foundation, pour continuer la recherche. Et ce que je voulais, c'était que cette recherche, la recherche de mon père soit validée et confirmée par des grandes universités américaines. Mais parce que suite suite au procès et tout le monde gagne, papa gagne, toi tu gagnes aussi sur cette affaire. Est-ce que tout ce qui avait été confisqué est rendu à la famille? Ils ont rendu des photocopieuses qui étaient restées sous la pluie pendant des mois à la Ciris. Ils ont rendu quelques cahiers de recherche. Pas grand-chose, quoi, par rapport à tout ce qui avait été emporté. Mais ce qui était très, très important, c'est que, et indépendamment de l'action judiciaire, comme ils avaient bloqué les comptes de l'association a été obligée de liquider son patrimoine et de liquider le laboratoire. Donc, fermer tout, tout s'arrêtait en fait. Oui, et de liquider le laboratoire. Et moi, j'ai fait une offre au liquidateur pour racheter le laboratoire. Et c'était l'été. Et il n'y a pas eu d'autre offre, pas eu de contre-offre, et j'ai racheté tout le laboratoire de mon père pour $3,000. Ce qui est rien. Oui. Rien. Et j'ai reçu, donc ça avait des machines sophistiquées, des HPLC pour mesurer la concentration des extraits, le fait que c'était des bons extraits, etc. Et j'ai racheté ça et quand je l'ai reçu, ils n'avaient pas effacé les ordinateurs. Et j'ai reçu toutes les datas pour savoir comment exactement faire les produits, quelles étaient les bonnes concentrations, le degré de purification, tous les contrôles qualité, etc. Tout ça était dans l'ordinateur. Mais ça, c'était encore en France ou quand tu découvres tout ça, tu avais fait tout venir à New York? Donc, moi, j'ai fait une offre pour racheter le laboratoire, donc le matériel était en France. Je l'ai fait venir aux États-Unis et c'est seulement aux États-Unis, quand on a reproché, on a réalisé ce qu'on recevait. Et à partir de là, à ce moment-là, j'ai pu continuer l'œuvre de ton père. Continuer le travail de mon père et avoir des extraits qui étaient de telle qualité que la recherche a pu continuer. Et donc, la Fondation a établi des partenariats avec des grandes universités américaines comme Columbia University, Kansas University Medical Center, le Cancer Treatment Centers of America. Oui, parce qu'il n'était pas question de continuer quoi que ce soit, ni aucune recherche en France. Ah non, en France, il n'y avait plus rien de possible. Il y avait eu une volonté
de tout De tout détruire. détruire. Même quand on est allé à la Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg, ils ont fait durer le procès pendant 4 ans. Mon père, on n'a pas vu la fin. Il est décédé en 98 C'est et ça. la C'est-à-dire décision qu'il est est rendue en décédé sans 2007. même avoir pu bénéficier de son propre traitement, du traitement qu'il avait mis au point. Absolument, Mm. absolument. C'est presque une tragédie grecque, quoi. Oui, Il a passé sa vie à mettre au point des produits et quand lui, il en a eu besoin, ces produits n'étaient plus disponibles. Il n'y avait plus rien en France à ce moment-là quand il est tombé malade. donc ta maman décide de te rejoindre à New York. Donc maman, si je dis à maman, je peux pas, je suis pas scientifique, je peux pas faire ça toute seule, il faut que tu viennes Mm. m'aider. Comme je suis américaine, ben, je peux la sponsoriser, lui avoir une carte verte. Et maintenant, donc maman est avec moi à New York depuis toutes ces années. Mais elle a 88 ans, maman, Mm. maintenant. Donc elle voyage plus, elle est Mm. contente d'être, je pense, contente d'être près de moi et Bien sûr. contente de voir que, parce qu'elle était, maman est scientifique, elle a travaillé au laboratoire avec mon père, elle l'a épousé quand elle avait 19 ans et vraiment ensemble, de façon fusionnelle, ils ont travaillé ensemble jusqu'à ce que mon père prenne sa Mm. retraite. Hein. Donc, elle avait eu un ensemble de connaissances et elle était aussi consternée de voir Bien que sûr. c'était oui, par des barbares par des barbares Mm. véritablement. Il n'y a pas d'autre terme. Quand on détruit le savoir, c'est un petit peu comme mettre le feu devant à la bibliothèque Mm. d'Alexandrie, hein, détruire un savoir. Donc, pour elle, maman, elle est ravie de voir que la recherche continue, Mm. que toute l'œuvre de leur vie n'a pas disparu. Mais le plus important, je pense, et elle continue d'aller tous les jours au bureau pour répondre au téléphone parce que de savoir que quand elle entend des gens qui lui disent qu'ils vont mieux, etc., c'est ça qui la tient en vie encore Ouais. à 88 ans. C'est merveilleux. Est-ce elle parle encore de cet épisode douloureux du GIGN qui arrive comme ça dans sa vie et qui bouleverse tout et qui finalement entraîne la mort de son mari? Est-ce Elle, qu'aujourd'hui, Elle, elle en elle ne parle veut avec... plus, Non? elle ne veut plus en parler, elle veut plus revenir là-dessus. Je crois que c'est trop douloureux. Elle a écrit à l'époque donc où elle était à la garde malade de mon père, hein, qui se Mhm. mourait. Je lui avais dit écris, 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 parce que d'abord ça allait l'occuper. C'était une activité thérapeutique de mettre Mhm. ses pensées et ses émotions sur le papier. Et puis, je savais que ça allait disparaître, ça serait Oui, oublié après. Et donc, elle a écrit ce très beau livre qui s'appelle Mirko Beljanski ou la chronique d'une fatwa scientifique qui raconte la vie de mon père et qui y compris tout cet épisode judiciaire et qui ça se en a, termine ouais. donc, le livre se termine au décès de mon père. Et aujourd'hui, ce traitement, on peut en bénéficier, heureusement. Tout est mis en place donc aux États-Unis. Mon ami qui m'a fait connaître cette méthode Beljanski, lui, il vit en Normandie. Et en fait, où que l'on soit dans le monde, aujourd'hui, on peut bénéficier de ce traitement. Oui, oui, oui. Donc maintenant, nous sommes aux États-Unis, à New York. Il y a Maison Beljanski qui est un salon de thé boutique avec pignon sur rue à Manhattan. Les produits sont en complément alimentaire. Ils ont été notifiés à la FDA. Donc tout sur le plan légal, tout est fait. Et nous exportons effectivement sur, je pense, une trentaine de pays Hmm. maintenant. Donc, Et est-ce que la France a changé un petit peu son fusil d'épaule justement par rapport à ça, à cette méthode? je ne pense pas. Non? Officiellement, je ne pense pas. Je pense qu'il y a, non, il n'y a pas de, sur le plan officiellement, il ne s'est absolument rien passé. D'accord. Euh, Ce qui explique on est aujourd'hui qu'il y a encore beaucoup d'oncologues qui ne connaissent pas non plus la méthode.
Les oncologues, ils sont à l'hôpital pour des raisons de responsabilité juridique, administrative. Ils vont n'employer que les produits qui sont validés par l'hôpital, donc des médicaments, et souvent les oncologues ignorent complètement les compléments alimentaires. Et ils n'aiment pas les compléments alimentaires parce que les oncologues font des essais cliniques. Donc, ils veulent avoir des statistiques le plus propres possible. Et si vous prenez autre chose à côté, ben, ça peut fausser les statistiques. Donc, ils vous disent toujours ne prenez rien d'autre, ne prenez rien d'autre, ne prenez rien d'autre. Mais c'est là que les gens doivent avoir le choix. Est-ce qu'ils ont envie d'être statistiques ou bien est-ce qu'ils ont envie de mettre toutes les chances de leur côté? Il faut savoir que les oncologues aussi souvent ne parlent pas d'autres choses. Je ne parle pas que des compléments alimentaires, mais ils ne parlent pas d'accompagnement nutritionnel, ils ne parlent pas d'accompagnement émotionnel. Et toutes ces choses-là sont extrêmement importantes pour la guérison. Pour la guérison. D'ailleurs, mon ami m'a dit effectivement que son alimentation, en fait, il fallait, avec le traitement, qu'il se rende compte que son alimentation avait aussi une importance, et donc il a changé plein de choses. Il aimait beaucoup la viande, par exemple, et il dit j'ai beaucoup diminué la viande. Et ça fait partie du protocole de ce traitement, de cette méthode Beljanski. On en revient au concept du cancer résultant de toxines environnementales. Donc, ce que vous voulez, c'est commencer par faire ce que j'appelle moi l'approche Beljanski. Ça commence par une bonne détoxification pour éliminer les toxines qu'on a accumulées, y compris ce que j'appelle les toxines émotionnelles, les conflits pas gérés, etc. Parce que les émotions, elles induisent une cascade de réactions chimiques dans le corps, et donc elles se comportent comme en fait des toxines environnementales. Donc il faut régler les conflits, il faut éliminer les toxines. Maintenant, la viande, par exemple, elle est pleine d'hormones, pleine d'antibiotiques. Donc il faut penser à ce qu'on mange. Il y a tout le mode de vie, qui doit être ça. C'est une méthode en fait qui nous responsabilise, qui nous donne des résultats, si on fait le travail, mais qui aussi, on ne peut pas dire, c'est mes gènes. Il y a à peu près 7% seulement de cancers qui résultent de mutations génétiques. Le reste, c'est induit petit à petit par nos modes de vie, Nos modes de vie, y compris les stress. Y compris les stress. Donc, il y a des choses qu'on peut faire. C'est une approche qui nous prend en contrôle un petit peu de notre destinée. Mais je dis toujours, quelques gélules, les gélules, ça va vous donner du temps. Ensuite, qu'est-ce que vous faites de ce temps? Est-ce que vous allez le mettre à profit pour comprendre ce qui vous rend malade et l'éliminer de votre vie, de votre corps et de ce que vous avez dans la tête. Donc la méthode Beljanski, ce n'est pas qu'un complément alimentaire que l'on prend pour guérir du cancer, c'est une méthode, on va dire, spirituelle, qui fait intervenir la naturopathie aussi. C'est vraiment très général, quoi. C'est ce que j'appelle l'approche santé Beljanski, en sachant qu'évidemment au cœur, il y a le travail sur les cellules qui va être fait par les extraits naturels que mon père a mis au point. Il avait mis au point plusieurs extraits avec des activités différentes mais complémentaires. Donc, il y a un extrait qui est plutôt anticancéreux et antiviral. Il y a un autre qui a des propriétés anticancéreuses et régulateurs des tissus hormonaux. Il y en a un autre qui aide à aider combattre les fibroses, par exemple après des radiations, et aussi à réguler
le foie, les enzymes du foie. Et puis, il a mis au point des petits fragments d'ARN qui sont spécifiques de l'ADN de la moelle osseuse et qui aident la moelle osseuse à créer des globules blancs et des plaquettes. Et les globules blancs, c'est le cœur du système immunitaire. Donc, ce sont des produits qui sont naturels, extrêmement spécifiques et qui peuvent aider. Spécifiques parce qu'en fait, ils vont entraîner la mort de la cellule cancéreuse. Ils ne vont pas toucher le reste et qu'on prend d'ailleurs en même temps que la radiothérapie ou la chimiothérapie. Les travaux, les recherches qu'on a fait dans le cadre de la Fondation avec différentes universités américaines ont montré que les produits pouvaient être pris à différents stages. C'est-à-dire qu'ils peuvent être pris de façon protectrice avant, préventive. Hein. On a une très jolie publication montrant par exemple que le Paopera a un effet anti-inflammatoire sur les cellules précancéreuses de la prostate. Ça peut être pris en même temps que les chimiothérapies et les radiothérapies. Ça, c'est quelque chose qu'on a fait sur le cancer des ovaires et les cancers du pancréas. C'est des recherches qui ont été faites à Kansas University Medical Center. Ça marche sur le cancer avancé qui ne répond plus à l'hormonothérapie. Ça, c'est une recherche qu'on a fait aussi sur la prostate. Et ça marche sur les cellules souches du cancer qui sont responsables pour les métastases. Donc, on a vu que ça marche, on a pu confirmer que ça marchait sur différents types d'organes, prostate, ovaire, pancréas, que ça marche à différents stades. C'est ça. De cancer. Et en fait, ça marche sur quasiment tous les cancers. Oui, encore une fois, parce que ça reconnaît les cellules déstabilisées au niveau de l'ADN. Et donc, ce n'est pas spécifique de l'organe ou du sexe. C'est spécifique de la déstabilisation de l'ADN. Ça se précipite sur ces cellules dont les brins d'ADN ne sont plus liés entre eux par les liaisons hydrogènes. Et ça se met dans ces grosses boucles ouvertes d'ADN déstabilisées. Et ça en bloque la duplication. Alors, je souris, Sylvie, parce que tu disais au début de cet entretien que toi, tu étais avocate et que tu avais décidé au niveau scientifique que non, même s'il y avait eu grand-père, grand-mère, maman, papa, non, ça s'arrêtait. Aujourd'hui, en fait, tu es une experte. Je ne me considère pas comme une experte, mais c'est une recherche qui est tellement belle. Je n'ai absolument aucun regret de ne plus pratiquer le droit et de me mettre… J'allais justement te poser la question, est-ce que tu continues à être avocate? Non, alors. Non. Ce que je fais m'occupe à 150% et j'en suis ravie. J'en suis ravie parce que quand je n'ai pas de plus grand plaisir que quand je vais donner des conférences d'agents, partager ce message et puis ensuite avoir le retour de gens qui me disent qu'ils vont mieux, qu'ils sont guéris. Mon ami Laurent m'a dit, j'avais une grosseur, c'était dans le dos comme ça et le bras ne pouvait pas se mettre contre son corps tellement la tumeur était grosse et il dit aujourd'hui, elle a quasiment disparu, je ne pouvais plus marcher, aujourd'hui je remarche. J'en connais pas, c'est le seul que je connaisse qui me parle de la méthode Beljanski et qui me dit, moi je fais ma chimio, ma radio normalement, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est extraordinaire et même à l'hôpital on lui dit, mais dis donc, comment il racontait ça, c'est les effets en fait, tout ce qui est effets secondaires de la chimio ou de la radio ne sont pas du tout vécus pareil parce qu'il a ce traitement. Donc moi, quand il m'en a parlé, il m'a dit il faut que tu en parles à un maximum de gens parce qu'il y a encore trop peu de gens qui connaissent cette méthode. Et son médecin, par contre, qui ne connaissait pas, elle aussi était très ouverte sur ce complément alimentaire et a été d'accord tout de suite qu'ils le prennent. Donc ça, c'est merveilleux. Il y a heureusement plusieurs centaines de médecins en France qui sont tout à fait ouverts à l'idée et qui connaissent les produits, qui voient des patients
qui bénéficient des produits et qui vont mieux. Et donc, si les gens contactent la fondation sur beljanski.info, on peut essayer de les mettre en relation avec un professionnel de la santé dans leur département. Et donc, Oui, ça, c'est c'est assez ça, important. c'est important Les parce que volontaires de la fondation font gracieusement. Il suffit de nous contacter sur beljanski.info. Et puis, je mettrai de toute façon toutes ces informations sous la vidéo, le lien, donc les gens pourront ensuite vous contacter s'ils le souhaitent. Est-ce qu'il y a quelque chose, moi par exemple, quand je lui ai posé la question, est-ce que ce traitement est pris en charge par la sécurité sociale? Il m'a répondu que non. Est-ce que c'est une prochaine étape dans le travail de la fondation ou de... Non? malheureusement, je ne pense pas que le gouvernement français soit ouvert à une telle approche. Je ne pense pas du tout. Peut-être qu'avec ce confinement, les mentalités vont changer. Je n'ai pas vu de signe du tout de la part du gouvernement français qu'ils avaient changé de position sur la question. Non, je pense qu'ils sont contents qu'on soit partis et qu'ils sont débarrassés du problème. Bon, ben en tout cas, il y a beaucoup de Français qui bénéficient de ce traitement Beljanski. Tu as écrit un livre qui s'appelle « Gagner la lutte contre le cancer, la découverte dont la République n'a pas voulu ». Voilà, donc on en a parlé un petit peu au début. Je donnerai aussi les informations de ce livre pour les gens qui veulent connaître un petit peu l'histoire. Et publié aux éditions du Souffle d'Or. Qui continue en période de confinement à expédier. Donc, c'est une bonne lecture à voir si vous êtes confiné à la maison et que vous ne pouvez pas travailler, si vous avez du temps. Et ce livre raconte l'histoire telle que je l'ai vécue. Donc, c'est la suite. La suite du livre de maman. C'est la suite du livre de maman. Donc, maman s'arrête au décès de mon père et moi, je raconte comment j'ai vécu l'histoire, c'est-à-dire comment je suis tombée dedans et comment tout est reparti aux États-Unis en expliquant donc les grandes publications scientifiques américaines auxquelles nous avons pu obtenir. Mais je raconte comment cette histoire aussi a changé ma vie et m'a transformée. Parce que… Alors, à quel niveau particulièrement il y a eu ce changement? D'abord, ça a réglé en fait beaucoup de choses avec mon enfance. Parce que quand j'étais petite, j'avais l'impression que mes parents étaient toujours occupés avec leur travail. Je ne me rendais pas compte de l'importance de leur découverte et qu'ils ne pouvaient pas donc, être disponibles pour moi parce qu'ils pensaient tout le temps à leur recherche. Et j'avais l'impression d'être un peu laissée pour compte. Heureusement, j'avais ma grand-mère, mais je leur en voulais quand j'étais petite. C'est seulement une fois adulte et quand j'ai compris l'importance de ces recherches que j'ai complètement abandonné tout ressentiment, tout ressentiment et que ça a fait au contraire place à des sentiments d'admiration, d'amour, de respect pour tout ce qu'ils avaient découvert. Je pense que ça a aussi réglé en moi une sorte de conflit interne et de blessures que je devais avoir depuis l'enfance. Ce qui est cohérent d'ailleurs avec la méthode Beljanski qui dit qu'il faut régler aussi des choses de son passé. Tout à fait, tout à fait. Pour pouvoir continuer à avancer. Tout à fait. Ouais. Est-ce que, alors, on n'a parlé que du cancer, mais cette méthode, elle agit aussi sur d'autres maladies. J'ai regardé un peu en diagonale le site, mais j'ai vu que, par exemple, pour comment ça s'appelle, l'herpès, ce complément alimentaire peut agir à ce niveau. Donc, il agit sur des virus. Donc, les travaux de mon père ont mis en évidence que l'extrait de Pao Pereira pouvait avoir aussi une activité antivirale et ils l'ont testé
sur différents types de virus, en particulier virus à ARN. Donc, la mosaïque du tabac, ils ont commencé avec les plantes, ensuite ils sont passés aux animaux. Ça marchait sur le FIV du chat. Et ensuite, dans les années 80, évidemment, est arrivé le sida. Et ils ont été approchés à ce moment-là par un certain nombre de personnes. Il n'y avait pas de traitement au début contre le sida, au début des années 80, et en particulier par un maître nageur sauveteur qui avait été contaminé en sauvant quelqu'un qui se noyait sur la plage et qui était très, très atteint, qui vomissait du sang. Il lui a fait du bouche à bouche pour le ranimer et il a été ainsi contaminé. Et un jour, ce maître nageur sauveteur, qui était un gros type baraqué, etc., un gendarme d'ailleurs également, vient le voir en lui disant, voilà, je suis père de 4 enfants, j'ai été contaminé avec le sida, les gardes-côtes ne reconnaissent pas la maladie professionnelle parce qu'ils ne veulent pas en entendre parler. Je n'ai aucune option thérapeutique. Est-ce que vous pouvez m'aider? Et mon père dit, mais ça n'a jamais été utilisé sur humain. Je peux pas faire ça. Et Gérard insiste en disant, mais écoutez, j'ai pas le choix. Donnez-moi quelque chose. Je pars pas d'ici tant que vous m'avez pas donné quelque chose. De toute façon, j'ai rien à perdre. Combien vous en donnez à vos souris? Moi, je fais 80 kilos, on va faire une règle de 3 et je commence tout de suite. Et mon père, bon, ne pouvait pas, je veux dire, il s'est laissé, il pouvait pas dire non à cet homme et le laisser aller vers un décès inéluctable. Donc, Gérard a été la première personne. Cobaye humain, on peut dire ça comme ça. Voilà, volontaire pour prendre du Pao Pereira contre un sida déclaré. Et en quelques mois, tous ces effets secondaires, toutes les maladies opportunistes sont partis. Il allait beaucoup mieux. Et Gérard, il en parlait à tout le monde, à tout le monde. Donc, il en a parlé évidemment à son médecin traitant. Et à partir de là, le médecin avait fait ses entrées à l'hôpital de Montpellier, l'hôpital La Péronie à Montpellier. Et là, il y a pu donc y avoir un essai clinique, phase 1-2, sur des séropositifs qui ont été suivis pendant 1 an en ne prenant que le produit en monothérapie. Et au bout d'1 an, toutes les personnes suivies, leur immunité allait mieux. Ça, c'était avant ou après la trithérapie? Parce qu'après, pour le sida, ils avaient… C'était avant. C'était avant. D'accord. C'était avant. Mais évidemment, les sociétés pharmaceutiques ne voulaient pas entendre parler d'une solution naturelle. C'était un manque à gagner. Donc en fait, l'étude, l'essai clinique a été publié. Mais ça en est resté là, quoi. On est resté là, malheureusement. Mais donc, on sait que ça marche très bien sur différents virus à ARN. Est-ce que le laboratoire aujourd'hui fait des recherches, notamment sur le virus qui fait tant parler et j'allais dire bouger la planète, mais non, justement, ralentir toute la planète avec ce virus corona? Non, c'est pas possible. C'est pas possible de faire des recherches maintenant sur le coronavirus. C'est avec des produits naturels. Je veux dire, tout est entre les mains de laboratoires pharmaceutiques. Regardez un produit générique comme l'hydroxychloroquine, enfin la controverse qu'il y a autour, parce que l'idée qu'un produit générique puisse marcher, il y a de tels lobbies pour pousser contre ça. Beaucoup de freins, hein, c'est vrai. Beaucoup de freins, avant même de savoir si oui ou non ça marche. Mais simplement l'idée qu'un générique pourrait être efficace, vous pensez le manque à gagner que ça apporterait pour les laboratoires pharmaceutiques? C'est pas pensable. Ils sont pas prêts à lâcher le morceau, quoi. Non, et encore moins un produit naturel. Ça, il n'en était pas question. Donc, je pense qu'en fait,
et l'affaire du sida et l'affaire Mitterrand ont été les deux grands facteurs qui ont fait que les pouvoirs publics, à un moment, ont décidé de se débarrasser de Mirko Beljanski. Juste, je reviens sur l'histoire de ce Gérard qui est secouriste, gendarme. Comment est-ce qu'il entend parler de ton papa? Par son médecin qui avait lu les publications de mon père Ah, et qui lui dit, ben, écoutez, j'ai rien à vous offrir, mais je viens de voir peut-être qu'il y récemment, a quelque chose, je viens d'accord. de voir récemment un article d'un scientifique, il est à Paris, vous devriez aller le voir, peut-être qu'il pourra vous aider. Merveilleux. En tout cas, il y a de nouvelles recherches qui sont en cours, hein. Est-ce qu'on peut en parler? Oui, 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 bien sûr. Donc la fondation, elle est créée depuis 1999. Elle a créé de nombreux partenariats avec des universités américaines pour continuer la recherche. Et à ce jour, nous avons un programme de recherche sur le mélanome en particulier, avec un nouveau produit Beljanski. Ça, c'est une histoire aussi que j'aime bien raconter. C'est à base de thé. Il y a 3 ans exactement, je reçois une boîte en carton ici à New York. Et l'histoire de cette boîte est la suivante. Non, je ne vais pas vous raconter l'histoire comme ça. Je reçois une boîte en carton, je l'ouvre et je découvre une feuille de papier manuscrite. Enfin, il y a des carnets de recherche, etc. Mais je trouve une feuille de papier manuscrite sur laquelle je reconnais tout de suite l'écriture de mon père. Et il y a 4 noms de thé vert. Et à côté, de sa main, écrit très, très anti-C. Et en bas de la page, nous avons testé 12 variétés. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, je vais voir ma maman, source de toute la science et de tous les souvenirs, qui me dit « Ah oui, 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 en effet, je me souviens, on avait été invités pour aller faire des recherches en Chine dans les années 80 et à la fin du projet de recherche, qui a d'ailleurs abouti à une très belle publication, on nous avait offert une boîte d'échantillons de thé chinois qui était connu, réputé, etc. Mais le thé, à l'époque, il était connu comme antioxydant, mais pas comme anticancéreux. Donc, mon père, en rentrant à l'Institut Pasteur, se précipite pour tester ces thés à l'oncotest. L'oncotest, c'est le test qu'il avait mis au point pour voir si des molécules avaient un pouvoir cancérogénique ou anticancérogénique. Et il voit que dans la boîte, il y a 4 thés qui ont un pouvoir fort anticancérogénique. Alors, il classe, il écrit les résultats sur une feuille de papier. À l'époque, il classe ça dans un tiroir parce qu'il est débordé avec plein d'autres choses à faire. Et la feuille de papier reste dans le tiroir pendant des années, jusqu'au jour où le GIGN vient, casse tous les tiroirs, tout, voilà. emmène tout ce qu'ils peuvent, et tout ce qui ne tient pas dans les camions de déménageurs qu'ils ont préparés pour tout amener, ça reste par terre sur le sol. Et donc, quelques jours après, l'assistante de mon père vient au bureau remettre un petit peu d'ordre, et elle voit par terre des papiers, des notes de recherche, etc. Elle se dit, qu'est-ce que je vais faire de ça? Elle prend un carton, elle essaie de se dire, je vais essayer de sauver ce qui peut être sauvé. Le carton, à l'époque, on ne sait pas quoi en faire, donc il est rangé dans un garage et il reste 20 ans au garage. Puis, ils en ont assez de payer le garage et donc retrouvent le carton et c'est comme ça qu'on me l'envoie. Et donc, je me retrouve avec ce message de l'au-delà, 20 ans exactement après le décès de mon père. Et je me dis tout de suite, mais du thé, ce qui aurait des pouvoirs anticancéreux, c'est fantastique parce que le paopéra, c'est tellement difficile à sourcer.
tellement difficile. Le revolvia aussi, tellement difficile à sourcer. Le thé, ça se cultive. Donc, on peut peut-être avoir là une solution en grande échelle. Alors, je me dis, bon, ça mérite d'explorer, d'en savoir plus. Et puis, très en tissé, qu'est-ce que ça veut dire très? C'est subjectif, très, par rapport aux autres extraits. Est-ce que c'est plus ou moins pareil? Et puis, est-ce que ça va marcher sur différentes cellules cancéreuses, comme les autres extraits? Donc, il fallait manifestement faire plus de recherches. Oui. Donc, j'ai envoyé à Kansas University Medical Center des échantillons, 4 échantillons, sans leur dire ce que c'était. Je leur ai envoyé donc notre mélange de 4 T, que j'ai appelé Oncoti, puisque ça avait été testé avec l'Oncotest, du Lipton, du Kousmi et du Bingalo. Tout en thé vert et tout en bio, parce qu'il faut comparer ce qui est comparable. Oui. Et là, il est apparu que tous les thés verts avaient une action anticancéreuse, mais ce mélange de 4 thés était beaucoup plus efficace que les autres. Et on a testé, donc on a testé sur cellules cancéreuses du sein, parce qu'on avait déjà fait prostate, ovaire et pancréas. Donc là, on a dit on va faire le sein. Et on a vu qu'on avait une bonne destruction des cellules cancéreuses du sein, même métastasées. Alors là, j'ai dit, bon, est-ce qu'on a eu de la chance? Est-ce que ça va marcher sur d'autres lignées cellules cancéreuses? Donc, on a envoyé le foie, la vessie, important la vessie parce que c'est là que le thé s'accumule, ça marche très bien, et le mélanome. Et là, je me dis, ça marche très bien sur le mélanome. On a fait 4 lignées différentes de mélanome. Et donc là, je suis en train d'étudier à travers la fondation si on peut avoir une action topicale sur, non pas en gélule, mais en produit. En application. Voilà. En application pour les cancers, les mélanomes. Et oui, donc, moi j'ai plein de. J'ai pas de Enfin, le mélanome, c'est quoi exactement? C'est les grains de beauté? C'est un cancer de la peau. Oui, mais quand ça devient cancéreux. Ah, voilà, c'est ça. Parce que toutes les excroissances qu'on a sur le corps, elles ne deviennent pas toutes cancéreuses. En revanche… Absolument, heureusement. Oui. Heureusement. En revanche, prendre ce traitement pourrait les faire disparaître, même si elles ne sont pas cancéreuses? Ça je peux… Non, on n'en est pas là encore des recherches. Hein. Oui, non, ça, toutes les excroissances bénignes ne vont pas disparaître avec du thé. J'en doute. Il n'y a pas eu de recherche, mais j'en doute. Ça pourrait être chouette parce que moi, je sais que j'étais un seul de famille parce que ma mère, elle avait ça. J'ai un de mes frères aussi qui a ça. Donc, on a plein de petites grains de beauté comme ça et certains grossissent, d'autres pas. Et pendant des années, en fait, j'allais voir un dermatologue et il les brûle et donc c'est assez douloureux. Donc là, j'ai arrêté de faire ça parce que j'ai dit, non, j'en ai marre à chaque fois d'être comme ça. Et c'est pour ça qu'en t'entendant dire, oh, il y a un truc avec le thé, je dis, oh mon Dieu, ce serait merveilleux. Bon, ben, ça sera pour une autre fois. En tout cas, ces nouvelles recherches, ça relance aussi la méthode Beljanski, mais ça, c'est quand même extraordinaire. Ce carton qui arrive 20 ans après et qui relance une nouvelle recherche qui finalement existait déjà, mais qui avait juste été un peu mise sur le côté. Oublié dans les archivés. Et absolument. Et donc, ça, c'est une nouvelle lignée de recherche tout à fait passionnante et à suivre. Oui, à suivre. Donc, tu fais de temps en temps des conférences en France. Normalement, si tout va bien, tu as des conférences prévues en fin d'année en France. Si les gens veulent en savoir plus, ils auront de toute façon toutes les informations dont ils ont besoin sur ton site. Donc, je le rappelle, je mettrai toutes les adresses sous la vidéo. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux rajouter avant qu'on termine cet entretien? D'abord, dire merci. Merci à toi. Merci pour cette opportunité. Oui, et puis visitez le site de la Fondation. Il y a beaucoup d'informations. Toutes les recherches de la Fondation sont partagées. Hein. La Fondation, tout est mis dans le domaine public, disponible. Et donc, c'est l'opportunité d'imprimer cette recherche, d'aller voir votre docteur. Et quand le docteur vous dit « ne prenez pas ci, ne prenez pas ça », allez dire pourquoi
puisqu'il y a des publications qui disent qu'il y a une synergie avec la chimiothérapie. Quelle est la raison scientifique pour ne pas essayer? Oui, et puis si jamais on a un médecin qui est un peu trop fermé, de toute façon, il y a une liste d'oncologues qui eux, acceptent que leur patient qui a démarré une chimiothérapie ou une radiothérapie puisse prendre ce complément alimentaire en même temps. Il y en a une centaine, tu me disais tout à Alors, l'heure? ce sont pas tous des oncologues, hein. Mm. Ce sont des thérapeutes, des professionnels de la santé qui sont capables d'apporter un accompagnement, mais pas tous des oncologues. Il y a Mm. quelques oncologues, mais malheureusement pas beaucoup. Bon, ben, on va dire que de toute façon, plus on en parle et plus tout le monde en parle, comme un peu ce Gérard qui a commencé à en parler partout, chacun en mettant sa petite graine, on va faire connaître ce traitement. Moi, je remercie mon ami Laurent de m'avoir parlé de la méthode, parce que c'est vrai que c'est tellement important de savoir qu'on a des options, qu'on a d'autres options. Après, chacun fait ce qu'il a envie. Mais de savoir qu'il y a une option qui est disponible, ça c'est vraiment, vraiment très important. Donc merci Tout à encore fait. Ça Sylvie. s'appelle la liberté thérapeutique et c'est précieux. Mm. Merci énormément Sylvie. À bientôt, peut-être en conférence en Bretagne, qui sait. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir.